Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Il y avait un suspense ce matin en France parce que Marine Le Pen allait connaître son sort là, devant le tribunal et potentiellement perdre son droit de se présenter aux prochaines présidentielles. Oui, son éligibilité qui, en fait, c'est une certitude que nous avons maintenant. Parmi les choses qui seront retenues, et ce que la juge a déjà dit, c'est qu'elle serait frappée d'une peine d'inéligibilité, mais on ne sait pas combien de temps. Le parquet avait requis 5 ans, et au moment où on se parle, quand tu disais suspense, ça fait 2 heures qu'on égrène ce long jugement et on ne sait pas encore si Marine Le Pen sera frappée d'une peine d'inéligibilité de 5 ans ou de moins. Ça change tout à l'horizon électoral français puisqu'il y a des présidentielles qui sont prévues en 2027. Celle qui est aujourd'hui, quand on regarde les baromètres politiques, première en tête et loin devant tous les autres politiques, c'est Marine Le Pen avec des appuis qui, en fin de semaine, oscillaient entre 34 et 37% d'appui. Alors, on pourra dire son dauphin, Jordan Bardella, est normalement le deuxième. Donc, ça pourrait faire en sorte que le Rassemblement national soit encore capable de faire bonne figure aux prochaines élections. Mais encore faut-il voir s'il y aura un report naturel de ces appuis, parce que quand on se prononce sur la popularité des chefs, évidemment, on tient pour acquis que c'est Marine Le Pen qui va mener les troupes au présidentiel et que Jordan Bardella sera à ses côtés comme premier ministre. Mais Stéphane, ce qui est important... on parle de la peine. Il faudrait peut-être rappeler pour les gens qui nous écoutent le crime. Là, parce que c'était un dossier qui a traîné, qui a plusieurs partis politiques qui ont baigné là-dedans. Là, hein? Longue histoire, ça fait des années que l'affaire est instruite. Alors, ce qu'on reproche, c'est que le Front national, à l'époque, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, à l'époque où son père, Marine Le Pen, était aux manettes, Jean-Marie Le Pen, qui est devenu le Rassemblement national, le Front national, qui avait des députés au Parlement européen, qui en a toujours, aurait abusé, détourné des fonds du Parlement européen en vue de payer des employés du parti qui avaient des activités qui étaient sur le territoire français pour le parti en France, qui avaient des activités partisanes en France, mais qui n'étaient pas liées au travail des députés au Parlement européen. Donc, on avait un budget pour embaucher des adjoints parlementaires pour aider le travail parlementaire au Parlement européen. On versait ces salaires-là, on les mettait sur le payroll, on prenait ces salaires-là, mais dans les faits, les gens faisaient de l'organisation, faisaient du terrain pour le parti en France et non pas du support législatif à l'échelle européenne. Que c'est bien dit. Tu devrais... j'allais dire, non, mais... est-ce que tu as déjà baigné dans de pareilles affaires? Non, non, mais je veux dire, c'est assez facile à comprendre. C'est-à-dire qu'eux autres, ils se disaient, regarde, on a des budgets pour payer du staff, on va leur faire faire ce qu'il y a de plus urgent, alors que les sommes sont réservées pour une fin précise, là. Et on parle d'argent important, de sommes importantes, puisque c'est 21 000 € par mois par député qui est donné pour les appuyer dans leur travail de parlementaire au Parlement européen. Or, ces sommes ont servi à signer des contrats avec des gens qui pouvaient être secrétaire de Marine Le Pen pour ses opérations françaises, garde du corps, toutes sortes de choses. Et ça a duré pendant des années. Le préjudice est évalué aujourd'hui à 4,1 millions d'euros. C'est quand même des sommes conséquentes. Les gens du Front, du Rassemblement aujourd'hui, ne sont pas les seuls à avoir été montrés du doigt. Le MoDem, qui est le parti du premier ministre, M. Bayrou, a aussi eu à faire à la justice. D'ailleurs, le parti, la personne morale... L'impression, Stéphane, c'est que tout le monde faisait ça. En tout cas, que beaucoup de partis faisaient ça. Là, au Parlement européen, il n'y avait pas tant de dossiers. Les employés n'étaient pas, c'était pas si surchargés et tout ça. Fait que ça devenait de l'argent disponible pour faire de la politique à l'échelle locale. Ça reste que c'était interdit, illégal, et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Et on parle d'un système central et organisé dont Marine Le Pen était la grande patronne, la grande ordonnatrice. C'est ce que dit la juge en égrénant justement ce long jugement. Il y a 25 co-accusés, dont Marine Le Pen. On sait d'ores et déjà que Marine Le Pen et 8 autres députés à l'époque
sont reconnus coupables d'avoir détourné ces fonds-là. On sait aussi qu'ils seront, pour la plupart, ils seront condamnés à des peines d'inéligibilité, mais des peines de prison. Ce qui était requis par le parquet contre Marine Le Pen, c'était 5 ans de prison, dont au minimum 2 fermes, sinon même 3 fermes, 300 000 € d'amende. C'est donc du très costaud. Et quand tu dis tous les partis ont donné dans ça, j'étais en train de t'expliquer que le MoDem, qui est le parti du premier ministre Bayrou, qui est aujourd'hui au pouvoir, a été reconnu coupable. C'est la personne morale du parti, parce que Bayrou n'a jamais été député au Parlement européen. La personne morale a été reconnue coupable. Ils ont eu à payer des amendes. Bayrou, lui, a été relaxé, donc jamais tenu pour responsable ou coupable de quoi que ce soit. Mais c'est vrai que... Et puis, il y a les insoumis qui font face à des accusations semblables. Pour l'instant, le procès n'a pas commencé, ça n'a pas été audiencé, mais c'est vrai que plusieurs partis politiques ont été éclaboussés. Jamais on n'a vu un système qui était construit, organisé, comme apparemment ça se faisait au Front national à l'époque, puis c'est des sommes, je le répète, conséquentes. Mais ce que ça signifie, c'est que, parce qu'on demande une exécution provisoire, qui est un peu mal nommée comme mécanique, en fait, c'est une exécution immédiate. C'est-à-dire que si Marine Le Pen, et on pense qu'elle le fera comme tous les autres co-accusés, va aller en appel en disant non, on ne reconnaît pas notre culpabilité, mais ce que le jugement aujourd'hui dit, c'est que vous pouvez aller en appel, et donc vous n'irez pas en prison, vous ne paierez pas d'amende, mais votre inéligibilité, elle, vous ne pouvez pas en appeler. Elle s'applique maintenant. Et pour Louis Alliot, qui par exemple est maire de Perpignan, il perdra sa mairie, si tout ça se confirme, sur le champ. Immédiatement, sur le champ. Contrairement à Marine Le Pen, qui, elle, pourra continuer à siéger à l'Assemblée nationale. Mais si cet été, le président décidait de la dissolution de l'Assemblée nationale, ben, elle ne pourrait pas se représenter à nouveau pour briguer les voix dans son comté pour lequel elle est présentement la députée. Ça change surtout quelque chose à l'horizon des élections présidentielles parce que, et c'est ce que je te disais, ça se passe en ce moment. Il est possible que ce qui était requis par le parquet, c'est 5 ans d'inéligibilité. Là, il y a plusieurs de ces co-accusés qui ont été reconnus coupables et condamnés à 2 ans. Mais 2 ans d'inéligibilité, on est en mars 2025. Les élections présidentielles auront probablement lieu en avril ou en mai 2027. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que tu ne peux pas te présenter au moment où tu déposes ton dossier de candidature si tu es jugé inéligible ou si tu es inéligible jusqu'au jour des élections. Mais c'est-à-dire que si au jour des élections, elle était à nouveau éligible depuis 2 semaines, est-ce qu'elle pourrait faire campagne n'étant pas éligible? C'est des vraies questions. C'est une question intellectuellement intéressante. Est-ce qu'une personne non éligible peut faire campagne en disant « je serai éligible le jour du vote, je serai redevenu... » Et là, j'écoutais, alors c'est comme par exemple si on dit tu ne peux pas être maire d'une municipalité à moins d'avoir 18 ans. Si tu commences ta campagne à 17 et qu'au jour des élections, tu as 18 ans, c'est le cas en France, tu peux faire campagne alors que tu n'es pas majeur si le jour des élections, tu l'es. Voilà, c'est la même chose ici. Est-ce qu'on va appliquer la même logique avec Marine Le Pen ou encore tu ne peux pas déposer ta candidature si tu es inéligible, auquel cas, elle ne serait pas candidate. Et là, tu as 35-40% des électeurs qui disent ben, notre candidate, celle qu'on appuie, ne pourra pas être la prochaine présidente s'il fallait qu'elle gagne. Il y a un déni de démocratie. La Cour dit avoir tenu ça en considération, avoir travaillé à la cohésion sociale, mais apparemment la cohésion sociale s'accommode de ce qu'on puisse faire en sorte que la principale candidate en ce moment, c'est elle qui recueille le plus d'appui, n'est pas pour autant brimée dans ses droits si on la tient pour inéligible à court terme. C'est du costaud, Mario. Oui, vraiment. On imagine le tremblement de terre en politique française. Et rapidement, en rafale, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais beaucoup de choses qui ont été dites hier par Donald Trump dans cette entrevue du dimanche à la NBC. Oui, s'il fallait qu'à tous les dimanches, il donne de pareilles entrevues, on aurait besoin de rien d'autre pour nourrir les bulletins de nouvelles parce qu'il y en a donné beaucoup à commencer par le fait, puisqu'on parle d'inéligibilité, il est, lui, comme président des États-Unis, tenu d'arrêter après avoir servi 2 mandats. C'est le 22e amendement qui a été adopté par les Américains après que Franklin Roosevelt eut été élu 4 fois. Et qui s'appliquait aux autres candidats, mais quand tu as un candidat indispensable, irremplaçable, le meilleur de tous les temps, est-ce que cette règle-là s'applique aussi?
Ben, apparemment, il semble dire qu'il serait, lui, à considérer les recours et les avenues. Par exemple, est-il possible que cet amendement constitutionnel ne s'applique pas pour un président qui aurait été élu 2 fois, mais pas de suite, avec une interruption de 4 ans? Alors là, on rentre justement dans des questions constitutionnelles fines, mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que quand Donald Trump parle de ça, ce n'est pas au 2e degré, ce n'est pas une blague, il l'a confirmé, parce qu'à l'occasion, il a dit, par exemple, quand il parlait de la résolution du conflit en Ukraine, que les 24 heures qu'il prendrait, c'était de l'ironie. Il l'a confirmé. Mais là, quand il dit un 3e mandat, possiblement, ce n'est pas une blague, ce n'est pas de l'ironie. Et on a constaté, mais là, je pense qu'il n'y a pas de surprise, qu'il a perdu patience avec Vladimir Poutine. Alors, les seuls surpris aujourd'hui sont ceux qui te diront, c'est la marionnette du Kremlin, c'est un épais s'il ne l'est pas, il se doute pas de ce que c'est compliqué de faire affaire avec les Russes. Moi, je ne suis pas surpris. C'était inévitable qu'un jour, ne serait-ce que pour sa santé politique auprès de ses électeurs, si Poutine ne veut pas danser avec lui, il faut qu'il pète sa coche. Alors, le début de ce processus de coche pétée a commencé hier en disant si Vlad refuse de voir les choses comme je les vois, ben, il est de mauvaise foi. Pire ou mieux encore, il a dit qu'il était inacceptable que Vladimir Poutine doute de la compétence de Zelensky à représenter légitimement les Ukrainiens, alors que lui, à l'occasion, a douté de cette compétence. Mais là, parce que Vladimir Poutine disait je ne sais pas si on peut faire affaire avec Zelensky, qui n'a pas été élu en mai dernier, alors qu'il l'aurait dû s'il n'y avait pas eu de guerre. Trump dit non, on ne doute pas de la compétence, on ne doute pas de la légitimité de Zelensky. Ça annonce une chose avec certitude, c'est que c'est beaucoup plus compliqué peut-être qu'il ne le pensait et qu'on est aujourd'hui peut-être plus loin d'une entente de paix négociée ou d'un cessez-le-feu qu'on l'était il y a 8 jours avant que Américains, Russes et Ukrainiens se retrouvent en Arabie Saoudite. Stéphane, merci.